comment est-ce que Ferrari peut recommencer à gagner plus régulièrement? Julien, peut-être déjà en inversant une statistique qui vraiment saute aux yeux, c'est celle des pôles et des victoires. Oui, parce que depuis le début de la saison, Ferrari brille grosso modo en qualification, beaucoup moins en Grand Prix et Red Bull en profite. Vous voyez ces chiffres, Ferrari c'est 8 pôles depuis le début de la saison, pour 4 victoires seulement. Puis Red Bull c'est quasiment l'inverse, 4 pôles pour 9 victoires. Et c'est là finalement que se fait la différence. Et vous savez, on a l'habitude en foot de dire, quand on prend une raclée en première période, il faut gagner la deuxième mi-temps. Bah pour Ferrari, c'est un petit peu ça. Je pense que la deuxième partie de saison sera réussie. Maintenant que Ferrari a quasiment fait une croix sur le titre, la deuxième partie de saison sera réussie si elle parvient à remporter plus de Grands Prix que Red Bull, tout simplement. Ah, c'est ça, recréer une dynamique on Pour va dire, construire, tout simplement. cette petite moitié de saison. Il reste 9 Grands Prix à disputer, ça fait quand même beaucoup de points. Sait-on jamais ce qui peut se passer? Surtout qu'il y a une différence par rapport à la première moitié de saison. C'est que Mercedes est en train de revenir un petit peu dans le jeu. Ça peut éventuellement prendre des points aussi si Lewis Hamilton et George Russell venaient à s'intercaler entre un Charles Leclerc qui doit viser la victoire maintenant. De toute façon, les podiums, hein, c'est plus là. Hein. L'enjeu, c'est Bah, vraiment c'est déjà d'aller le chercher. calcul qu'il avait fait avant la trêve d'ailleurs. Exactement. Il disait qu'il fallait qu'il gagne tous les Grands Prix et que si Verstappen finissait deuxième et que lui il finissait premier à tous les Grands Prix, il pouvait encore être champion. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec la catastrophe de Hongrie. Mais grosso modo, c'est aussi le discours de Binotto de dire on ne va pas tout changer, il faut continuer à apprendre et à s'améliorer. Et bah, cette deuxième partie de saison, elle doit servir à ça pour la Scuderia. Justement, on va rebondir sur Mattia Binotto. Tu y faisais référence. Peut-être que avant de savoir ce qu'il faudrait faire donc au futur pour gagner, on va peut-être déjà parler un petit peu au passé. Éventuellement, ce qu'il aurait fallu faire pour gagner certains grands prix. On va revenir sur la scène assez incroyable qui a eu lieu après le Grand Prix de Hongrie. On avait un Mattia Binotto qui avançait des explications qui étaient contredites par la simple observation. Il nous disait que la voiture de Charles Leclerc était moins performante que celle de ses adversaires. Or, les chronos montraient l'inverse. Et en sport, on sait que si on veut progresser, la première chose à faire, c'est de regarder les choses en face, d'observer les faiblesses qu'on a pour ensuite essayer, y pallier. Alors peut-être aussi que Mattia Binotto, il a voulu laver son linge sale en famille, pas devant les micros, ce qui est plutôt à son honneur. On s'attendait à ce qu'il y ait des changements dans cette équipe Ferrari pendant la trêve. Pas d'annonce, rien. On continue avec le même staff. Peut-être aussi qu'on s'est parlé. Est-ce que ça peut suffire d'après toi? Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit il faut absolument changer des têtes, des grandes têtes, Binotto ou Iñaki Rueda, le boss de la stratégie chez Ferrari. Je suis pas certain que ce soit ça la solution. Ce qui est sûr, c'est que Ferrari a une équipe jeune en interne qui doit encore beaucoup apprendre et je pense qu'il faut réussir à sortir un petit peu juste des chiffres et des écrans pour prendre un petit peu plus en compte le ressenti de ses pilotes. Je pense que c'est ce qui a fait beaucoup de mal à Ferrari sur la première partie de saison. Et là, j'ai peur que Ferrari soit rentré dans un cercle vicieux où, avec toute cette panique qu'il y a eu depuis 6 mois maintenant, finalement, on s'attarde encore plus sur les chiffres, sur essayer de s'accrocher à des choses rationnelles, alors que parfois en F1, il faut aussi avoir un petit peu de ressenti de feeling. Alors, on a noté 3 points sur lesquels il faut que Ferrari change pour aller vers la victoire. D'abord, le premier point, c'est écouter les pilotes et écouter Charles Leclerc. Quand il dit que ces pneus fonctionnent, c'était le cas en Hongrie, la meilleure idée, c'est peut-être de lui dire, est-ce que tu penses que c'est mieux de les changer ou pas? Le pilote, lui, il sait. Il a un ressenti que personne d'autre ne peut avoir. Ça a été quand même étonnant de voir que il essayait de passer le message quand même, Charles, que ça allait bien. On l'a pas écouté. Oui, et c'est pas la première fois en plus, mais là c'était effectivement flagrant parce qu'il y a eu de longs échanges radio entre Charles Leclerc et son muret, et finalement Ferrari a décidé de rester sur son choix, à savoir mettre ses pneus durs qui ne fonctionnaient pas et qu'on avait vu sur Alpine. Donc oui, l'un des axes de progrès, c'est faire confiance à ses pilotes, que ce soit Charles Leclerc qui est théoriquement le leader de l'écurie, aussi Carlos Sainz qui a été capable d'avoir un bon ressenti, on l'a vu en France notamment. Donc si on arrive à voir ce changement-là déjà, ça prouvera
que Ferrari a appris de ses erreurs et surtout a réussi à remettre des choses à plat durant cette trêve. Et alors, on ne s'en prend pas à Mattia Binotto personnellement ou à Iñaki Reda ou même au staff de Ferrari dans son ensemble. Charles Leclerc aussi est peut-être aussi un petit peu responsable à un moment. C'est lui qui est au volant. Donc c'est lui qui doit dire non, je veux continuer. Quand on dit que la Ferrari doit écouter ses pilotes, bah, c'est peut-être aussi à ses pilotes et particulièrement à Charles Leclerc parce que Carlos Sainz, manifestement, il n'a pas trop de problèmes pour se faire entendre. Mais c'est peut-être aussi à Charles Leclerc finalement de parler un petit peu plus haut pour se faire entendre. Absolument, c'est aussi la marque d'un champion, c'est de savoir se faire entendre, savoir s'imposer, imposer ses idées. On l'a vu avec Hamilton depuis de très longues années chez Mercedes. On l'a aussi vu avec Verstappen bien avant qu'il soit champion du monde durant ces années de lutte contre Mercedes justement. Donc oui, à Charles Leclerc de s'imposer maintenant qu'il a un matériel qui doit lui permettre d'être champion du monde, de vraiment s'imposer auprès de la Scuderia. Donc 1, écouter les pilotes. 2, d'une manière générale, faire simple. Pourquoi? Parce que la Ferrari est sans doute la meilleure voiture du plateau. Avec Charles Leclerc, ils ont un des 2 meilleurs pilotes du paddock. Donc sur le papier, ça doit le faire normalement. Et on a vu que régulièrement, en fait, on essayait de faire des astuces stratégiques, un petit peu à la Red Bull, un petit peu à la Mercedes. De trop anticiper. Oui, aussi. Voilà, à trop regarder ce que font les autres, alors qu'il faut rester concentré sur ce qu'on a comme élément. Oui, parce que Ferrari se comporte un peu comme elle a dû se comporter sur la dernière saison, notamment 2020-2021 qui ont été évidemment compliquées. Elle se comporte encore comme un outsider, un challenger. Il faut réussir à se comporter comme un leader, vraiment. L'écurie numéro 1, ça peut être Ferrari. Alors les écarts sont infimes avec Red Bull, mais il faut que Ferrari réussisse à rester fidèle à son plan et surtout à arrêter d'essayer d'anticiper ce que va faire Red Bull, à ne pas tomber dans les pièges aussi tendus par Red Bull et Mercedes. Voilà, c'est un apprentissage. Je pense que la première partie de saison a largement permis de faire le tri là-dedans et de se rendre compte que finalement Red Bull et Mercedes jouent beaucoup sur ça. Donc c'est aussi un axe qu'on espère voir améliorer durant sa deuxième partie. Et c'est intéressant ce que tu faisais comme référence à 2020-2021, époque où Ferrari n'avait pas la meilleure voiture. Donc les undercuts, les paris stratégiques, c'est valable quand sur le papier on ne peut pas s'imposer. Mais quand on a la meilleure voiture et un pilote qui est capable de l'emmener à l'arrivée, c'est pas à vous finalement de faire des paris. Vous, il faut donner le ton. Absolument. Et puis c'est aux autres d'essayer de trouver une faille. Voilà, de trouver une faille dans votre stratégie. Donc deuxième point, faire plus simple. Troisième point, Julien, qu'on voulait évoquer pour que Ferrari parvienne à gagner cette dernière partie de saison, se concentrer sur les passages au stand, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu une dégradation au fur et à mesure des Grands Prix, au fur et à mesure que les problèmes s'accumulaient, les passages au stand finalement ont été le témoin de ces difficultés. C'est toujours un marqueur fort, les passages au stand pour une équipe de Formule 1. D'abord parce que les Grands Prix peuvent se jouer, la victoire peut se jouer dans ces secondes perdues au stand. Et c'est aussi un marqueur de la lucidité, de la pression. Et les mécanos, chez Ferrari, les mécaniciens, ils sont littéralement écrasés par la pression. Ça, c'est une information qu'on me donne régulièrement de gens qui sont vraiment dans le paddock, même dans la voie des stands. Il y a une pression dans les regards quand ils savent que la voiture va arriver, qu'on ne ressent pas dans les autres équipes. Et ça se traduit, Julien, par des temps où la voiture est immobilisée au stand, des temps moyens où la voiture est immobilisée au stand, qui sont beaucoup plus longs que chez Red Bull. Ouais, on vous a sélectionné 5 Grands Prix où vraiment Ferrari a été complètement dépassé. Et tu l'as parfaitement résumé, Gilles. Voilà, ces 5 Grands Prix, Émilie-Romagne, Miami, Azerbaïdjan, Canada, France. Vous voyez les écarts énormes entre les temps moyens d'immobilisation de Red Bull et de Ferrari. France, on se souvient de la catastrophe pour Sainz. D'autres Grands Prix où ça aurait dû se passer beaucoup plus normalement, le Canada, Miami notamment, où là aussi il y a des écarts qui sont importants. À plus de 4 secondes d'immobilisation chez Ferrari alors qu'on est à 2 secondes 4, 2 secondes 5 pour Red Bull. Et d'autant que là ça peut paraître court, on se dit 1 ou 2 secondes finalement sur l'entièreté d'une course, c'est pas grand chose. Et si, parce que les performances de Red Bull et de Ferrari sont parfois si proches que ces 2 secondes là, elles peuvent
permettent de faire partir un pilote devant ou derrière l'autre, et ça change tout, notamment sur la stratégie. Donc c'est encore une fois un cercle vicieux. Vous ratez votre stratégie, donc vous ratez votre passage au stand, donc vous empirez derrière ce que vous faites pour vos réflexions stratégiques. Il faut que Ferrari essaye de retrouver un petit peu de sérénité là-dessus, parce que c'est vraiment aussi, tu l'as dit, un marqueur hyper important sur la sérénité qui règne chez une équipe.